Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Chose promise, nous retrouvons Franck Ferrand en direct et en public, on l'entend, du Salon de l'Agriculture sur le stand des produits laitiers. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous les entendez, hein, oui, on les entend bien. Les visiteurs du Salon de l'Agriculture, ils sont là avec nous cet après-midi. Et à notre tour, en effet, nous venons au cul des vaches au sens propre, puisqu'elles sont là voisines. Hein. Je peux vous dire qu'il y a de super spécimens d'aubrac à quelques mètres seulement sur notre droite. Nous allons profiter de cette immersion au cœur des terroirs et de leur gastronomie pour évoquer l'un des plus fins palais de notre histoire, Monsieur Brillat-Savarin, dont je vais vous raconter la vie de gastronome. Et puis à propos de gastronome, il n'est jamais bien loin lorsqu'il est question de bonne chair. En l'occurrence, il arrive tout droit du hall 3 où il était en train de présenter son émission Midi en France sur France 3. J'ai nommé Monsieur Vincent Ferniaud qui va nous accompagner cet après-midi. Mais oui, vous pouvez l'applaudir. Bonjour Monsieur Franck Ferrand. Vous allez bien? Oh là, formidable. Au Salon de l'Agriculture, il n'y a pas le choix. Alors nous allons nous promener ensemble dans une région accueillante entre toutes, le Bas-Bugey, dont nous parlera Sabrina Chauvet qui vient de là-bas tout exprès. Elle est arrivée avec quelques divins flacons d'ailleurs pour tout vous dire. Avant cela, je voudrais quand même vous rappeler que j'étais l'un des premiers au Salon de l'Agriculture cette année, dès lundi matin, du moins si l'on en croit Jérôme Commandeur. Écoutez ce que j'ai entendu au réveil lundi, histoire de bien commencer la semaine. Nous retrouvons notre historien préféré, Franck Ferrand, qui se trouve au Salon de l'Agriculture, qui vient d'ouvrir ses portes. Franck, est-ce que vous nous entendez? Mais comment ça se voit pas? Vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de lâcher sur mes pompes? C'est pas un pigeon, c'est une vache. Trouvez-moi le commissaire du salon immédiatement. Il va se prendre une note de frais de chez Mephisto, celui-là, ça va pas traîner. Hein. Mais attendez, Franck, vous êtes à l'antenne, là. Oui, pardon, Julie, je discutais tout à fait sympathiquement avec le propriétaire de Fine, la nouvelle mascotte du salon, qui, un peu à l'image du Père Noël, vient de déposer un cadeau dans mes chaussons. Hein, le jour où je devais remettre la médaille d'officier des arts et lettres à Jean-Pierre au Rotary Club de Savigny-sur-Orge, en plus, franchement, vous auriez pu me dispenser de l'événement. Hein. Mais enfin, c'est pas très gentil de dire ça pour les agriculteurs. Mais c'est vous qui êtes tombé sur la tête, Europe 1. J'adore les agriculteurs, mais j'ai rien à foutre là. Faites commenter de l'athlétisme à Catherine Ney aussi. Tiens, vous verrez les résultats. C'est honteux. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Dans la physiologie du goût ou méditation de gastronomie transcendante, Jean-Anthelme Brillat-Savarin donne l'âge idéal que doivent avoir les bonnes choses. œufs d'1 heure, pain d'1 jour, vin d'1 an, c'est pas beaucoup ça, poisson de 2, maîtresse de 15, c'est pas beaucoup non plus d'ailleurs. Non, pas du tout. Ami de 30, dit-il. La physiologie du goût a été un grand succès à sa sortie, à la fin de l'année 1825. Mais à l'époque, personne ne sait que Brillat-Savarin en est l'auteur, puisque l'ouvrage a été publié anonymement. Et d'ailleurs, Brillat-Savarin ne va pas avoir tellement le temps de profiter de son succès, puisque quelques semaines après la parution de l'ouvrage, on est le 21 janvier 1826. 21 janvier, c'est le jour anniversaire de la mort de Louis XVI. Et pour une cérémonie d'hommage à Louis XVI, Brillat-Savarin se rend à la basilique de Saint-Denis. Nous y étions, nous, l'autre jour, et je peux vous dire qu'il n'y fait pas chaud à cette saison. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Brillat va attraper un rhume, le froid, faut dire, est glacial. Son rhume se transforme en pneumonie et il meurt 10 jours après, le 2 février. Balzac dira « Il ne quitta les fleurs de lys qu'avec la vie ». Une vie riche et mouvementée dans laquelle le royaliste Brillat-Savarin n'a pas été seulement un épicurien gourmand, même si la cuisine a occupé évidemment chez lui une place prépondérante. C'est son principal point commun avec Vincent Ferniaud. D'ailleurs, il faut dire qu'il est né dans une famille de gourmets. Il est venu au monde le 1er avril, ça ne s'invente pas, 1755, à Belley,
dans le Bugey, et aujourd'hui dans le département de l'Ain, et on raconte que sa mère, Claudine Aurore, qui était une cousine de Juliette Récamier, et qui tiendra plus tard à partir du directoire, vous savez, ce célèbre salon, le salon de Madame Récamier, sa mère a inspiré au cuisinier de la famille un pâté, l'oreiller de la belle Aurore. Alors il y avait là-dedans 2 perdreaux rouges, une noix et un riz de veau, du porc, du canard, du poulet, un râpe de lièvre, de la moelle de bœuf, des truffes, des pistaches, et tout ça croûté et nappé d'un aspi, s'il vous plaît. Et très difficile à cuire. Hein, j'allais dire à digérer, oui, moi. Oui. En épaisseur, c'est... Alors beaucoup plus tard, une sœur de Brillat-Savarin va mourir à la fin d'un repas à 99 ans, après avoir murmuré « Je sens que je vais y passer vite à porter le dessert ». Et c'est ce qui aurait inspiré à un membre de la famille cette phrase. Elle partit prendre le café dans l'autre monde. Le nom de famille de Jean-Anthelme Brillat-Savarin, au départ, c'est Brillat. Et puis on a rajouté le nom de Savarin pour faire plaisir à une vieille tante, Marie-Gasparde Savarin, qui avait accepté en mourant de léguer sa fortune à la famille à condition qu'on préservât le nom. Donc c'est devenu la famille Brillat-Savarin. Le nôtre, Jean, va suivre des études de droit. Il marche dans les traces de ses aïeux. C'est une famille dont la noblesse de robe remonte au XVIIe siècle. Son père a été procureur du roi, avocat. Lui-même devient lieutenant civil au bailliage de Belley. Lieutenant civil, c'est-à-dire un juge en première instance, tout simplement. Et déjà, entre 2 audiences, il passe du bon temps, Brillat. C'est un épicurien, vous l'aurez compris, il aime la bonne chair, le vin, mais aussi la danse, la musique. Il faut dire qu'il joue très bien du violon, ce qui va le sauver un petit peu plus tard, nous allons y revenir. En 1789, il est envoyé comme député du tiers-état pour le bailliage de Bugey aux États généraux. Alors il va participer à tous les événements, bien entendu. Il est dans cette Assemblée nationale qui se crée à l'époque. Il participe au débat de la Constituante. Il n'intervient pas beaucoup, mais quand même, c'est un bonhomme de grande taille, d'une prestance remarquable. Tout ça ne passe pas inaperçu, bien entendu. Il faut vous dire qu'il est contre l'instauration des départements et il est pour la peine de mort. Ça fait partie des déclarations qu'il a pu faire pendant son mandat. À la dissolution de cette assemblée, donc au moment où on change de régime en 1792, il revient à Belley. Il exerce à l'époque les fonctions de président du tribunal civil. Vous voyez qu'entre parenthèses, on a modernisé les noms. On ne parle plus de lieutenant général. Là, on parle maintenant d'un président de tribunal civil dans le département de l'Ain. Il sera nommé juge de cassation, mais il reste royaliste, lui. Et au moment où on vote l'exécution du roi, il se dit que ça commence à aller, ça devient dangereux, évidemment. Il décide de partir pour Dole et de plaider sa cause auprès du commissaire du département, autant dire l'envoyé de la Convention. Cela n'entame pas son appétit, je vous rassure. Il prend du temps en route pour s'arrêter dans une auberge du Mont-sous-Vaudrey dans le Jura. Et il racontera ça dans la physiologie du goût, je le cite. Devant un feu vif et brillant tournait une broche agréablement garnie de cailles et de ces petits rables à pieds verts qui sont toujours si gras. Ce gibier de choix rendait ses dernières gouttes sur une immense rôtie dont la facture annonçait la main d'un chasseur. Et tout auprès, on voyait déjà cuit un de ces levreaux à côte ronde que les Parisiens ne connaissent pas et dont le fumet embaumerait une église. Bon, dis-je en moi-même, ranimé par cette vue, la Providence ne m'abandonne pas tout à fait. Cueillons encore cette fleur en passant, il sera toujours temps de mourir. Vous voyez finalement la philosophie de Brillat, qui est donc accepté à la table des convives. Et des années plus tard, il donnera à ce repas une mention honorable à une fricassée de poulet de haute facture telle qu'on n'en trouve qu'en province et si richement dotée de truffes qu'il y en avait pour retremper le vieux Titon. Sans oublier le fromage, une crème à la vanille, d'excellents fruits. Brillat-Savarin dira « Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil ». On la connaît, cet aphorisme. Ça fait partie des phrases que se sont obligés de citer les gastronomes. Alors, tout ça est accompagné d'un vin de l'Ermitage, un vin de paille doux et généreux, 2 liqueurs de Verdun. Alors, néanmoins, nous avions quand même une affaire en cours, donc il faut reprendre la route. Et le lendemain, Brillat arrive auprès du commissaire pour obtenir son fameux sauf-conduit dans une période qui devient pour lui très dangereuse. Le commissaire n'est pas là. Brillat-Savarin va séduire l'épouse du commissaire grâce à son violon qu'il transporte avec lui et qui est devenu une sorte d'instrument de séduction. Il va éviter l'arrestation. « Citoyen, lui dit-elle, quand on cultive comme vous les beaux-arts, on ne trahit pas son pays. »
Eh bien, grâce à la musique et grâce à cette femme, disons-le, Brillat-Savarin va obtenir le précieux sauf-conduit, mais malgré tout, il doit quitter la France et émigrer sans perdre pour autant le goût de la bonne chère. De la bande originale du film Le Souper, le film d'Édouard Molinaro et une musique signée Vladimir Cosma sur Europe 1. Restez avec nous. Franck Ferrand est en direct du Salon international de l'agriculture jusqu'à 15h30 et il revient dans un instant pour continuer de vous raconter le parcours de Brillat-Savarin. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Franck, vous êtes au Salon international de l'agriculture en vous public. L'entendez ? Ah oui, ça s'entend. Bonjour au public d'ailleurs, depuis la rue François Ier. Merci. Vous nous racontez la vie de Jean-Thelme Brillat-Savarin cet après-midi, ce magistrat et gastronome. Et pendant la Révolution, il décide de quitter la France. C'est ce que vous nous racontez. Mais j'ai quand même une question à vous poser. À cette époque de la Révolution, quelles étaient les habitudes culinaires des Français ? Ça dépend de qui on parle. Évidemment, si vous parlez d'une partie importante de la population, les gens simples, si je puis dire, ils consomment des mets qui ne le sont pas moins, à base de soupe, de bouillie, de pain, bien entendu, sauf les jours de fête et ce qu'on appelle les jours gras, bien entendu, où évidemment on essaie de faire le plein de calories. Alors pour tous ceux qui ont les moyens, et c'est évident que à la fin du XVIIIe siècle, il y a quand même des gens, il y a une partie de la population qui mange très bien, les repas sont copieux et sont en train de changer. C'est ça qui est intéressant. On abandonne de plus en plus tout ce qui était les pâtés, comme on disait autrefois. On liquide, j'allais dire. En tout cas, on consomme moins de gibier qu'auparavant, moins de viande faisandée, moins d'épices, bien entendu. Et on va avoir tendance à aller vers des rôtis, vers des choses un peu plus simples, qui se rapprochent de notre cuisine actuelle. On en parlera dans un instant, évidemment, avec Vincent Ferniaud, qui connaît tout ça par cœur. C'est l'apparition aussi d'un certain nombre de nouveaux mets dans les années 1770. Le foie gras, la pomme de terre, bien entendu, toutes sortes de produits méridionaux également, l'aioli, la brandade de morue, etc. On voit se multiplier les magasins de comestibles, et vous savez que comme les cuisiniers des grandes maisons ont vu leur maître s'exiler pendant la Révolution, un grand nombre vont ouvrir des commerces compte, et ce sera le début de ce qu'on appellera des restaurants. Au départ, le restaurant, c'était le nom d'un petit bouillon qu'on prenait comme ça, comme en cas lorsqu'on était pressé ou qu'on faisait des courses. Alors, Brillat-Savarin, vous l'avez compris, doit émigrer. Il part pour la Suisse. Un philanthrope l'ayant pris en charge et lui assurant 2 dîners par semaine au restaurant, nous dit André Castelot, il s'en contentait. Il passait le temps entre les 2 repas sur son lit, en buvant de l'eau pour se soutenir. Il s'empiffrait régulièrement le mercredi et le dimanche soir et s'arrangeait pour emporter un quignon de pain. C'était son doggy bag, si vous voulez. On va le voir passer ensuite de Suisse en Angleterre, il émigra à Londres, puis s'embarque pour Rotterdam, et de Rotterdam, on le voit partir carrément pour les États-Unis en 1794, où il va donner des leçons de français. Il est premier violon au théâtre de New York. C'est quand même un bonhomme incroyable, quelle vie invraisemblable, ce qui ne l'empêche pas de continuer à se montrer gastronome, bien entendu. Il apprend d'ailleurs une recette nouvelle aux États-Unis, le Welsh Rarebit, un plat à base de cheddar fondu et que l'on sert sur une tranche de pain grillé. On le voit enseigner l'art des œufs brouillés au fromage à un cuisinier de Boston. Le cuisinier en question est un Français qui autrefois était au service de l'archevêque de Bordeaux, mais qui lui aussi a dû s'exiler au moment de la Révolution. Brillat goûte la nourriture locale, le corned beef, l'oie en daube, les gigots, les liqueurs fortes, bien entendu. On raconte même
qu'il a gagné un duel au rhum. Vous savez, c'est celui qui restera le plus longtemps debout. Eh ben, il l'a gagné, il faut dire qu'il avait de l'entraînement. Brillat-Savarin ne rentre en France qu'en 1796. À ce moment-là, le directoire le nomme secrétaire d'état-major dans l'armée de Rhin et Moselle. Il est nommé commissaire du directoire auprès du tribunal de Versailles, puis conseiller à la Cour de cassation. Et ça, entre parenthèses, conseiller à la Cour de casse, c'est un poste qu'il occupera jusqu'à sa mort. Toujours le même bonhomme pour ce qui est de la taille. La corpulence, elle, n'a fait que croître et embellir, vous imaginez bien. Ça lui donne évidemment une assise considérable. On le surnomme le tambour-major de la Cour de cassation. Et, disons-le, cet homme-là, en dehors du droit et surtout de la cuisine, s'intéresse à tout. Il parle 5 langues. Il se passionne pour l'archéologie, qui est à ses balbutiements à l'époque, mais aussi pour l'astronomie. Il pratique la chimie. Non, mais c'est un esprit universel. On comprend d'ailleurs l'inspiration de la fameuse physiologie du goût. On y reviendra tout à l'heure. Il va écrire pas mal d'ouvrages, des traités d'économie politique, un essai historique, etc., un mémoire d'archéologie. Il est également un inventeur. Figurez-vous que c'est lui qui a inventé le tout premier vaporisateur. Ça s'invente pas, ça, quand même. Plutôt, ça s'invente. Il avait appelé ça l'irrotateur. Il est un des fondateurs de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui est créée en 1801. Bref, ça devient une personnalité qui se voit décerner par Napoléon Ier la Légion d'honneur. Il fait partie de la noblesse d'Empire, avec toujours ce goût immodéré pour la table. On le voit fréquenter toutes les bonnes tables, privées et publiques. Il est dans tous les restaurants, etc. Dans Les gastronomes parisiens, Philippe Mello écrit, je le cite, « Si le cabaret Boulanger de la rue des Poulies, ouvert vers 1765 sous le règne de Louis XV, fut le premier restaurant au monde, c'est au Palais Royal et dans ses environs véritable cœur battant de la vie parisienne jusqu'aux années 1830 que naquirent les premières grandes tables. Créées peu avant et pendant la Révolution, elles se nommaient Méo, les Trois Frères Provençaux, Véfour, Aubeuf de la Mode, Beauvilliers, et proposait à la carte un choix considérable de plats délicats et de vins rares, auparavant réservés aux salons privés de la noblesse ou de la grande bourgeoisie. Cette haute époque de la gastronomie française eut son chroniqueur avisé dès 1803, Grimaud de la Reynière, puis son philosophe, Brillat-Savarin. Nous verrons jusqu'où les deux peuvent être réunis d'ailleurs. C'est une des questions que je brûle d'impatience de poser à notre Vincent. Brillat est également à la table d'un certain nombre de hautes personnalités. Il est très souvent à la table de Talleyrand, par exemple. Bref, il aime la gastronomie, un art de vivre dont il a fait toute une philosophie et dont il a, quelque part, tiré une véritable poésie. Cet après-midi, Franck Ferrand est au Salon international de l'agriculture. Alors, si vous n'avez pas la chance de faire partie du public de l'émission, vous pouvez bien sûr suivre Au cœur de l'histoire en direct et en vidéo sur europe1.fr. Et puis de 15h à 15h30, nous irons découvrir et déguster le délicieux patrimoine du Bugey. Si vous nous écoutez dans l'Ain cet après-midi, eh bien venez nous donner vos bons conseils de visite et de dégustation sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Jean-Anthelme Brillat-Savarin en direct du Salon international de l'agriculture jusqu'à 15h30 sur Europe 1 et en public. Merci à vous. Alors on l'a vu, Franck Ferrand, Brillat-Savarin est une personnalité éminente et les plus grands noms de l'époque se retrouvent à sa table. Exactement, il reçoit beaucoup, bien sûr. Il reçoit Madame Récamier, vous aurez compris maintenant pourquoi. Il est président il n'est pas président, mais il est un des membres éminents de la Cour de cassation. Donc évidemment, il a une vie mondaine très développée. Il reçoit Grimaud de la Reynière, bien entendu. Il reçoit aussi Balzac, qui raconte, je le cite, « Son costume était arriéré. Je vois encore le col de sa chemise élevé qui lui encadrait le cou et ses larges pantalons flottant sur ses souliers. » Pas toujours très gentil, le Balzac. On a envie d'avoir des convives comme celui-là. Ses spécialités sont le filet de bœuf aux truffes, le diamant de la cuisine, la truffe pour Brillat-Savarin, l'omelette au thon, la fondue, le faisan aux oranges, des croustades de pommes duchesse garnies de truffes, beaucoup de truffes, vous l'aurez remarqué. Ça fait peut-être partie d'ailleurs des apports de Brillat-Savarin, c'est une question qu'on va se poser dans un instant.
Bref, les points d'asperges également passés juste au beurre, comme ça doit pas être mal. Un témoin raconte un dîner ce qu'on appelait à l'époque un souper chez Brillat. À chaque place, 2 douzaines d'huîtres avec un citron doré et luisant et une bouteille de sauterne à chaque bout. L'on servit après les huîtres, qui furent trouvées très fraîches, des rognons à la brochette, une caisse de foie gras aux truffes et enfin la fondue que l'amphitryon composait sur un réchaud à esprit de vin, apporté sur la table même, ajoutant ainsi l'incarnation du feu à la curiosité du mets qu'on allait savourer. C'est extraordinaire parce que le grand chic maintenant, c'est d'avoir des chefs qui viennent vous préparer des plats à votre table. On fait des espèces de tables ateliers. Eh bien, voyez, on n'a rien inventé d'une certaine manière. Certaines mauvaises langues quand même critiquent les soupers de Brillat-Savarin. C'est le cas du marquis de Cussy qui écrit « Il mangeait copieusement et mal. Il choisissait peu, causait lourdement, sans vivacité dans le regard et était absorbé à la fin du repas. » Encore un bon convive. Et puis dans les dernières années de sa vie, donc Brillat va travailler à cet ouvrage, cette physiologie du goût qui l'a rendu éternel. Ouvrage, alors quoi dire, hein, c'est un livre de gastronomie, de souvenirs, d'anecdotes, de philosophie, tout ça un peu mélangé. La gourmandise est une préférence passionnée, répétée et habituelle pour les objets qui flattent le goût. Elle est ennemie des excès, disait-il. Et alors, il y a tous les aphorismes. Je vous en dirai tout à l'heure des aphorismes de Brillat-Savarin. Il y en a un, notamment, il dit « Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger ». Plus tard, Grimaud rendra hommage à la physiologie du goût. C'est un livre de la haute gastronomie et près duquel mon almanach des gourmands n'est qu'une triste rhapsodie, dira-t-il. Comment un talent si profond, si piquant a-t-il tardé à se dévoiler? C'est vraiment le chant du cygne. L'auteur est-il mort d'indigestion? C'est sans contredit le meilleur livre qui est paru depuis bien des années et il ouvrait de droit la porte de l'Académie à son auteur si ces portes s'ouvraient aux hommes d'esprit supérieur. Et allez, encore une petite vacherie au passage. L'histoire va avoir une incroyable postérité jusqu'à nos jours. Voilà ce qu'écrivent par exemple Got et Millot. L'œuvre majeure du maître du budget demeure sans équivalent dans aucune littérature étrangère. Des formules fort bienvenues y abondent, ainsi que des anecdotes grâce auxquelles la gravité un peu pédante de l'analyste culinaire, dans sa théorie de la friture par exemple, laisse la place à la malice, une malice du meilleur ton. C'est à elle que son traité de l'art de manger doit ses plus singuliers et savoureux passages, ceux qui, la verve aidant, paraissent hausser le débat et concerner plus généralement l'art de vivre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand, direct du Salon international de l'agriculture cet après-midi jusqu'à 15h30 sur Europe 1. Et pour parler gastronomie, vous recevez forcément, j'ai envie de dire, Vincent Ferniaud, qui est le présentateur de Midi en France et journaliste gastronomique. Vincent Ferniaud qui est venu avec tous ses fans, il y a un monde fou. Oh là là, c'est dingue. On va dire qu'ils sont nombreux sur le salon. Ah, c'est vrai, c'est extraordinaire. Et vous êtes venu aussi d'ailleurs avec votre propre édition de la physiologie du goût. Absolument, une édition de 1842, donc une petite vingtaine d'années après sa sortie. Et c'est une édition qui appartenait à votre père, il faut dire, autre très grand gastronome, bien entendu. Absolument, ça fait un point commun avec Brillat-Savarin, c'est vrai que je suis né dans une famille de gastronomes. Oui, exactement. Oui, alors, cet ouvrage, dont tout le monde parle sans l'avoir jamais lu, disons les choses honnêtement, quand je dis tout le monde, enfin la plupart des gens en tout cas, que contient-il exactement? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette physiologie du goût, Vincent Ferniaud? D'abord sur la forme, qui est assez atypique pour l'époque tout du moins, on peut dire c'est une miscellanée, c'est-à-dire on sort un fourre-tout, avec qui est bourré de petites expériences. Ça aurait fait la matière d'au moins 3 livres différents. Absolument, absolument. On sent que voilà, sur la fin de sa vie, il a envie de collecter toutes les informations qui ont émaillé sa vie sur la gastronomie et ce qui s'y rapporte. D'abord, on commence par le mot gastronomie, qui apparaît à cette époque-là, juste avant d'un autre révolutionnaire, mais qui était extrêmement pacifique, Berchoux, Joseph Berchoux, et poète. Et qui invente ce terme de gastronomie. D'ailleurs, c'est à peu près la seule chose qu'il lèguera à la littérature française, en tout cas à la langue française. Et gastronomie, je ne sais pas si ça s'applique exactement. Parce que gastro, c'est évidemment l'estomac. Nomie, c'est la loi de l'estomac. Oui, moi, franchement, c'est pas très appétissant. Moi, je proposerais plutôt nutrilogie. C'est-à-dire, au fond, le pas discours forcément mieux, sur le nutriment. Oui, alors...
Ça met pas davantage en appétit, disons. C'est vrai, mais ça fait référence à ce qui se trouve vraiment dans la physiologie du goût, à savoir un livre d'abord de sciences pratiques, parce qu'il n'y a aucune expérimentation réellement scientifique, en tout cas pas à cette époque, de sociologie, parce qu'il étudie ses contemporains. Dans ce secteur, bien sûr, et il dit d'ailleurs dans ses aphorismes, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Autrement dit, par la consommation des gens qu'il observe, il en apprend évidemment sur leur culture, sur leurs habitudes et sur leur âme également. Donc c'est un livre où on trouve une sorte de reflet de la personnalité, la façon de s'alimenter. Mais absolument. On ne peut pas le cacher, et comme c'est 3 fois par jour en plus, on le donne à voir assez souvent au cours de la journée. Et puis il est surtout un homme qui va collecter tout au long de sa vie des expériences gustatives, en essayant de rester le plus objectif possible. Il tente des expériences. Moi, ce qui me bouleverse, et vous le disiez tout à l'heure, c'est un homme très éclectique, qui a évidemment cette connaissance peut-être parcellaire de la physique-chimie, en tout cas celle du début du 19e. Ah mais quand même, ça l'occupe beaucoup. Il parle beaucoup de la cuisson notamment. C'est très important. Ah oui. La cuisine, ce n'est que de la physique et de la chimie appliquée au plaisir. Ah oui. Donc c'est important d'avoir un homme qui ait cette formation scientifique. Et il donne surtout à comprendre là où jusque-là on ne donnait qu'à apprendre. C'est-à-dire on entre dans la matière elle-même d'une certaine façon. Il s'intéresse beaucoup aux produits avant même de parler de leur préparation en fait. Les produits eux-mêmes font une part importante de son travail, de son étude. C'est très intéressant. Je vous entendais évidemment, je suis là tout à l'heure, parler de la disparition du gibier par exemple. Il faut savoir que évidemment on est dans une période politique extrêmement troublée au moment de la Révolution, et avec Brillat-Savarin on a l'émergence en fait d'une nouvelle classe qui est la bourgeoisie. Et voilà. Et bien sûr la cuisine qui s'y rapporte. C'est la bourgeoisie aux cuisines finalement, Brillat-Savarin. Exactement. Or jusque-là on n'en avait que 2. Il y avait le peuple, c'est-à-dire grosso modo les paysans qui mangeaient le produit de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils produisaient eux-mêmes, et la noblesse qui tentait toutes les expériences et qui avait en plus, vous le disiez tout à l'heure, enfin je l'ai entendu comme ça, le privilège de chasse. Le privilège de chasse. Ils avaient le temps de chasser. La bourgeoisie n'a pas le temps de chasser, elle travaille. Et donc le gibier disparaît, pourquoi ? Parce qu'on n'a plus ces grandes oisivetés qui menaient évidemment à la chasse. Et il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ce qu'on appelait les officiers sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire les personnes de la noblesse qui occupaient des fonctions officielles, recevaient ce qu'on appelait, ils avaient table ouverte, c'est-à-dire qu'il n'était pas rare qu'ils reçoivent jusqu'à 40 ou 50 personnes à déjeuner, comme nous disons nous aujourd'hui, on appelait ça dîner. C'est-à-dire qu'on faisait de la cuisine collective. Avec la bourgeoisie, on se met à faire une cuisine plus individuelle. Cuisine de foyer. Voilà, c'est ça. De foyer, c'est-à-dire un peu plus évoluée. Et lorsque vous disiez il s'intéresse aux produits, je dirais jusque-là, grosso modo, c'était l'apanage de ceux qui les faisaient pousser, de s'intéresser aux produits. Les nobles n'avaient que la dernière partie de cette chaîne qui menait les meilleurs produits sur leur table. La bourgeoisie fait le lien entre les deux. Est-ce qu'on peut dire de Brillat-Savarin qu'il est mort d'excès de table ? Il a l'air d'être contre les excès, mais à côté de ça, on nous le présente constamment comme une sorte de barrique. Je crois que c'était un homme de haute stature, oui, et donc il avait la carcasse pour porter certainement du poids. Alors moi c'est un sujet qui m'est sensible, puisque j'ai pesé très lourd dans ma vie et que j'ai pas mal minci ces temps-ci. Je crois que de toute façon, et il le dit également dans la physiologie du goût, il y a tout un traité sur les obèses et l'obésité, qui est passionnant d'ailleurs, de ce point de vue-là. Il y voit en fait 5 chapitres. La première, la prédisposition, et ça c'est révélé aujourd'hui et que la génétique est importante. Oui, ça on a une nature à grossir ou pas. Exactement. Farine et féculents, il observe les animaux. Il dit les animaux qui sont nourris de force ou naturellement de farine et de féculents prennent du poids. Donc pour l'humain c'est la même chose. Le manque d'exercice est une cause évidemment, et ça il le dit. Donc je pense que c'est un homme qui était assez actif malgré sa stature et son embonpoint. Et sa profession. Et enfin, il passait beaucoup de temps assis. Absolument, oui. Et l'excès de manger et de boire qui est vraiment criminel. Il faut dire que le livre va offrir à la postérité des aphorismes très célèbres, les aphorismes de Brillat-Savarin. Prétendre qu'il ne faut pas changer de vin dans un repas est une hérésie, dit-il. La langue se sature et après le 3e verre, le meilleur vin n'éveille plus qu'une sensation obtuse. En fait, ce sont des avis qui ensuite feront loi, en quelque sorte.
Absolument. Il est vrai qu'on le voit dans des dégustations quand mes amis de la presse du vin font des dégustations immenses de vin. On se fatigue très vite à goûter un même type de vin. On s'habitue en quelque sorte. Oui. Exactement. L'habitude est l'ennemi du plaisir. Attendre trop longtemps un convive retardataire est un manque d'égard pour tous ceux qui sont présents, dit-il. Ça doit être ce qui a inspiré le Club des 100, vous savez. C'est marrant, j'allais vous en parler, Franck. Mon père, qui était membre du Club des 100, qui était un homme assez... Le Club des 100, il faut dire, c'est un cercle gastronomique très huppé. Hein. Censé être les 100 gastronomes français qui se renouvellent lentement, heureusement, à la faveur de la disparition de certains d'entre eux. Eh bien, mon père disait toujours, si un convive arrive 10 minutes en retard, je m'en vais. Je quitte le restaurant. C'était pas toujours facile à supporter. Ça fait peser une certaine pression sur les épaules. Celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qu'il aurait préparé n'est pas digne d'avoir des amis, dit-il. Ça me rappelle une phrase que m'avait dit Jean-Luc Petit-Renaud un jour. Je lui demandais, je préparais un grand anniversaire, vous savez, une date ronde. Et je lui dis, je voudrais recevoir mes amis, donne-moi une adresse, dis-moi où je pourrais, je voulais dire un restaurant. Et il me dit, mais c'est un anniversaire, oui. C'est pour toi, oui. Et c'est tes amis que t'invitent, oui. Alors ça ne peut être que chez toi, m'a-t-il dit. Et finalement, c'est assez vrai. Et voilà. C'est vrai que le fait de recevoir, c'est la meilleure façon de distribuer son affection et son amour. Et pourquoi s'en priver ? On comprend que cette physiologie du goût est en même temps une philosophie du goût. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De la bande originale du film Vatel sur Europe 1, un film qui raconte les derniers jours du cuisinier François Vatel, maître d'hôtel du prince Louis II de Bourbon-Condé au château de Chantilly. Et cette musique, elle est signée Ennio Morricone. Et la cuisine, la gastronomie, il en est question cet après-midi sur Europe 1. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Vincent Ferniaud, journaliste gastronomique et animateur télé, bien sûr. Vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture sur Europe 1. Et oui, ce ne sont pas les gastronomes en culotte courte, tout à fait, mais ce sont les gastronomes qui nous donnent un peu l'eau à la bouche, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Merci beaucoup, Vincent Ferniaud, d'être avec nous, parce que vous êtes, à mon avis, le continuateur de cette grande lignée. Nous avons évoqué la Brillat-Savarin. J'ai cité à 2 reprises, mais un petit peu vite, évidemment, Grimaud de la Reynière. Ce sont quand même des personnes qui ont, sinon fondé une nouvelle discipline, en tout cas donné à la cuisine française une importance universelle. On cite Grimaud et Brillat partout dans le monde. C'est vrai, et quelques successeurs après eux. Quelques successeurs. Kurnonski. Alors Kurnonski, bien entendu. Et puis peut-être plus proche de nous, des chefs aussi. Moi, je voudrais en citer 2, par exemple. D'abord, excusez-moi. Avant de quitter le 19e siècle, je voudrais quand même dire un mot d'Alexandre Dumas. Parce que, on parlait de Balzac tout à l'heure, mais celui qui a été le plus contributif à la gastronomie française, c'est Alexandre Dumas, évidemment, avec son grand dictionnaire de cuisine en 1873. Donc, voilà, on va dire une quarantaine d'années après Brillat-Savarin. Et ça marque en fait la périodicité des grandes œuvres culinaires, parce que ensuite il faut attendre le début du 20e avec Auguste Escoffier. Alors lui, il est cuisinier, il est chef, bien entendu, mais il va avec son guide culinaire révolutionner et un peu inscrire dans le marbre les règles de cette cuisine bourgeoise portée au restaurant, c'est-à-dire professionnalisée. Et voilà, et qu'il va falloir reproduire. Absolument. Quasiment à l'identique tous les soirs. C'est pour ça que les recettes deviennent de plus en plus précises en grammage, en température de cuisson, parce que tout d'un coup, il faut pouvoir le reproduire. Exactement. Et il y a un autre homme qui est moins connu, en tout cas sous son nom réel, c'est Henri Babinski, que l'on appelle, qui signait sous le nom d'Alibab, et qui sort en 1907 la gastronomie pratique, qui est un livre incroyable, qui a été augmenté en 1928 pour faire plus de 1000 pages, et qui est, à mon avis, le livre de cuisine total. Voilà, qui a marqué, à mon avis, aussi là le XXe siècle et peut-être encore certains chefs. Je pense évidemment aux grands tenants de la cuisine classique que peuvent être Paul Bocuse, Alain Ducasse, aujourd'hui Jean-François Piège, par exemple. Ce sont des gens qui se nourrissent aux sources de toute cette grande cuisine française qui évolue au cours des âges depuis 200 ans, on peut le dire. Avant, c'était un peu toujours la même chose. On cite encore Brillat-Savarin quand vous en parlez aux grands chefs aujourd'hui. Vous parlez de Brillat-Savarin à Monsieur Bocuse ou à Monsieur Robuchon, ça leur parle évidemment.
évidemment. Je pense que ça leur parle, oui. Parce que c'est à la fois... C'est un peu la physiologie du goût, c'est un peu le petit livre rouge. C'est le Mao de la gastronomie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le Confucius, c'est celui qui a sorti le petit livre, le premier. Donc, il reste un peu le maître à penser de ce point de vue. Et il a créé un certain nombre de principes. Ce ne sont pas des principes intangibles, mais tout de même, à partir du moment où il s'appuie, comme vous nous le disiez tout à l'heure, en partie sur la chimie, on se dit qu'ils sont un peu indépassables, ces principes. Ce sont les frontières d'une certaine tradition gastronomique, quand même. Et toujours cette compréhension, c'est-à-dire quels sont les phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Pas uniquement apprendre une recette, pas être aussi empirique qu'il peut l'être parfois, et essayer de comprendre comment ça marche. Eh bien, l'exemple que vous citiez tout à l'heure en citant Grimaud, c'était la friture. Oui. Il y a un chapitre sur la friture absolument délicieux, où il met en scène un personnage qui est lui, en fait, qu'il appelle le professeur, qui explique à son cuisinier comment cela fonctionne. Et il dit quelque chose qui semble évident pour nous, mais on n'y pense pas toujours. C'est que les liquides ont tous des chaleurs, une fois portés à la flamme, ont des chaleurs différentes. Si on met de l'esprit de vin, si on met de l'eau et si on met de l'huile, évidemment la résultante n'est pas la même. On sait que l'eau, elle s'arrête à 100 degrés. Donc si on plonge un corps dedans, bien sûr. Voilà, ça va. Si on plonge une viande dans de l'eau bouillante, elle va perdre ses sucres, elle va perdre son jus, et en définitive donner le bouilli, qui n'est pas vraiment fameux en tant que tel. Qui appartient plutôt à la tradition culinaire anglaise. Absolument, ou moyenâgeuse, bien entendu. Et il dit, en revanche, l'huile qui monte jusqu'à 180, 190 degrés va saisir. C'est l'effet inverse, voilà. Voilà, c'est l'effet inverse. On retient le sucre dans la viande. Exactement. Pour les légumes, comme pour la viande ou le poisson, bien entendu. Et donc c'est tout un traité de physique appliquée où l'on comprend très bien les phénomènes qui en découlent. Les produits, puisque lui s'y attachait à ce point, les produits dont disposaient les chefs du temps de Brillat-Savarin ou de Grimaud de la Reynière étaient des produits d'une toute autre qualité que ceux dont nous disposons aujourd'hui. Ils étaient pleins de sucre bien plus savoureux, bien plus odorant. Alors moi je veux pas faire celui qui est nostalgique d'une époque surtout qu'il n'a pas connue. Vous emmène sur un terrain dangereux. Oui, non. En fait, on est toujours nostalgique de son enfance. C'est le plus loin qu'on puisse remonter, évidemment, dans ses goûts. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a quand même une prédominance du sauvage, évidemment, à l'époque. Parce que aujourd'hui, vous le disiez, le gibier disparaît, les légumes sont cultivés. De nos jours, tout est produit. Alors qu'à l'époque, on cueillait énormément. On cueillait des fruits sauvages, des légumes sauvages, et il y avait tout un goût très différent. Ce que je trouve extraordinaire chez Brillat-Savarin, c'est l'extraordinaire modernité qui l'amène à distinguer les différents types d'aliments, qui dit qu'il faut les manger dans un certain ordre, qu'il faut une grande variété, qu'il faut une régularité dans les repas, qu'il faut éviter les abus mais multiplier les essais. Enfin, oui, la diversité. Bref, c'est la diététique actuelle quand même tout ça. Oui, du point de vue de la diététique, je ne sais pas s'il l'appliquait à lui-même, mais il était très fort pour dire faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oui, voilà, c'est ça. Le plaisir de la table est de tous les âges, écrivait-il, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. Il peut s'associer à d'autres plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leur perte. Et ça, c'est un aphorisme très politique. Très joli. Très politique parce qu'il est issu de la Révolution française. Bien entendu, quand il dit de tous les jours, de tous les âges, de toutes les conditions, et voilà, ça veut dire que c'est partagé par tout le monde. La destinée des nations, ajoutait-il, dépend de la manière dont elles se nourrissent. On pourrait croire du Giraudoux avant la lettre. Ou du Talleyrand, qui à l'époque s'en est pas mal servi de la gastronomie pour sa diplomatie. Talleyrand avait dit à Louis XVIII au moment de partir pour négocier au traité de Vienne en 1814-15, Talleyrand dit au roi, je n'ai pas besoin de diplomates supplémentaires, mettez-moi quelques cuisiniers. Et ça fera l'affaire. C'est vrai que ça n'a pas changé, ça. Non, bien sûr. L'univers n'est rien que par la vie. Et tout ce qui vit se nourrit. Là, on aborde une forme de philosophie déjà. En fait, il y a le goût passionné de la vie. Et c'est ce qui rend peut-être Brillat-Savarin universel, Vincent Ferniaud. Ah, ça y est, le petit lapsus, c'est normal. Il y a parce que j'ai pensé à lui pendant toute l'émission. Oui, moi aussi. Vous imaginez bien que je pense à lui. Disons que il y a dans ce livre beaucoup d'humanité qui sous-tend en fait tous les chapitres. Ce qui me touche particulièrement, justement, c'est
c'est cette façon de recontextualiser en permanence. Alors évidemment, c'est le portrait d'une époque également, mais il a une intuition fantastique. Tout cela est très empirique. Bien entendu, ce sont ses expérimentations propres, ça n'est pas toujours très poussé, mais il a une intuition extraordinaire due à son humanité et à son empathie pour ses convives et pour les gens qui l'entourent. Nous avons beaucoup parlé jusqu'ici de Brillat-Savarin et pas du tout du Brillat-Savarin. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire.